Bonjour à tous. Donc, pour cette leçon, cette vidéo va concerner le chapitre 4. On va rentrer dans le chapitre 4. Le chapitre 4 concerne euh, un tout autre type de réseau de neurones, à savoir euh, les réseaux de neurones à base radiale ou RNF-RP, euh, ou en anglais Radial Basis Function Network. Donc, on va voir ce type de réseau de neurones en détail. On va voir les différences qu'il y a entre ce réseau de neurones et le PMC, le perceptron multicouche. Donc, il faut savoir que le perceptron multicouche et le réseau à base radiale euh, ont beaucoup de similarités et sont utilisés pour résoudre les mêmes types de problèmes. Donc, si vous voulez, le RBF se veut ou s'est voulu à un certain temps, lors de sa création, lors de son introduction et de son utilisation, comme un, un rival, si vous voulez, ou un compétiteur du perceptron multicouche. Donc maintenant, on ne peut pas dire que tel ou tel réseau est meilleur que l'autre. Donc, comme je l'ai expliqué depuis le début du cours sur les réseaux de neurones, qui sont une heuristique, on ne peut pas dire, citer une généralité et dire ce réseau est meilleur que l'autre, ou bien cette topologie est meilleure que l'autre, etc. Sauf pour certains cas, et ça reste très, très dépendant des données et de l'environnement dans lequel on est. Donc, il faut aborder ce chapitre ou cette section du cours ou ce réseau en gardant en tête tout ce qu'on a appris sur le perceptron multicouche. Parce que tout ce qu'on a dit sur le perceptron multicouche comme généralité, c'est-à-dire vont s'appliquer pour le RBF, le Radial Basis Function Network. Surtout la dernière section qui était tout ce qui se rapportait tout ce qui se rapportait aux considérations pratiques et comment aborder un problème en utilisant les réseaux de neurones. Donc, ce qu'il fallait faire avec les réseaux de neurones, avec les perceptrons multicouches, pardon, doit aussi être respecté, doit être fait pour les réseaux de neurones à base radiale. Donc, quand on aborde un problème en utilisant les RBF ou le PMC, ça reste la même approche. Maintenant, les technicalités et les spécificités de chaque réseau, là, on va en discuter en détail durant ce cours. Très bien. Donc, dans ce cours-là, on va essayer de se focaliser sur le côté technique des RBF. Et à chaque fois que je le pourrai, bien sûr, je donnerai quelques petites comparaisons entre le RBF et le PMC, la nature comme la nature des séparations, dans quel cas on pourrait utiliser le PMC et pas le RBF, et vice-versa, etc. Très bien. Donc, les réseaux de neurones dits feed-forward, c'est-à-dire les réseaux de neurones dits feed-forward, les réseaux à propagation avant, la grande famille des réseaux de propagation avant, contient ou comporte le réseau RBF. Le réseau RBF est un réseau à propagation avant. Et les réseaux de neurones, bien sûr, à fonction radiale RNF-RB ou RBF, constituent deux classes de modèles paramétriques largement utilisés en identification des systèmes non linéaires. Donc là, on dit que les RBF sont utilisés largement dans l'approximation de fonctions. Ils peuvent bien sûr être utilisés aussi pour la classification. On va voir, tout comme le PMC.
Donc en effet, ces réseaux avec une seule couche cachée peuvent approximer n'importe quelle fonction continue ayant un nombre fini de discontinuités, surtout compactes. Ah, et là on revient au théorème de Sibinko, si vous vous rappelez bien. Donc le théorème de Sibinko, en fait, il nous donne, et là je vais revenir au théorème de Sibinko, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, si vous vous rappelez bien, le théorème de Sibinko, que vous voyez là, stipule que n'importe quelle fonction non linéaire peut être approximée par cette équation 3.7, qui est en fait, qui n'est autre, et on l'a prouvé lors du cours précédent, qui n'est autre qu'un réseau de neurones monocouches. Très bien. Alors, le théorème de Sibinko ne spécifie pas quelle doit être la fonction kappa. Il spécifie juste que la fonction kappa doit être continue, bornée et monotone. Continue, bornée et monotone. Donc, si cette fonction kappa est représentée par une sigmoïde, elle répond au théorème de Sibinko. Ça veut dire qu'elle est en accord avec le théorème de Sibinko. Si kappa a une autre forme, allez, on va dire une fonction à base radiale, hein, c'est pas tout à fait par hasard que je cite la fonction radiale, et vous vous doutez pourquoi. La fonction à base radiale est une fonction bornée, continue et monotone. Et donc, le théorème de Sibinko s'applique tout autant au PMC que au RBF. Et donc, ça confère au RBF les mêmes capacités qu'a le PMC à approximer n'importe quelle fonction non linéaire. Maintenant, bien sûr, les manières d'arriver à cette solution ou à cette approximation diffèrent du PMC au RBF. Donc, un net regain d'intérêt pour les RBF a été constaté durant les années 90 à 2005, c'est vrai, dans divers domaines d'application, tels que le traitement de signal, le contrôle, le diagnostic d'erreur, etc. Donc, il a été prouvé, ou il a été testé, que le RBF, dans certains cas, donnait de meilleurs résultats que le PMC. On a eu à travailler nous-mêmes au sein du laboratoire, au sein du LabJet, avec les réseaux de neurones. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je travaille sur les réseaux de neurones depuis, ou avec les réseaux de neurones depuis 1997. Et on a abordé donc plusieurs, où j'ai encadré plusieurs thèses de doctorat et plusieurs projets de master sur les réseaux de neurones. Et parmi ceux-là, la thèse du docteur Razi, bon, que vous avez eu comme enseignant pour certains cours, a porté en fait sur la modélisation et la prévision de la pollution, et on a appliqué ça à la région de Nava. Et une partie de sa thèse était justement de tester tous les types de réseaux de neurones ou les plus. Donc on a eu à utiliser 3 ou 4 types, je crois. Bon, il faut revenir à sa thèse que vous pouvez avoir dans la librairie, dans la bibliothèque du département et dans la bibliothèque de l'université, ou en ligne carrément. Vous pouvez aller en ligne à la bibliothèque de l'université, taper Razi dans la rubrique thèse doctorale et aller dans la section ou dans la faculté des sciences de l'ingénierie, et vous pourrez télécharger sa thèse. Donc on a testé dans plusieurs réseaux de neurones artificiels, dont le PMC, le réseau d'Hellman, le réseau RBF, etc. Et pour la prévision et la modélisation de plusieurs paramètres de pollution. Alors, à savoir, je ne me rappelle pas de tous les paramètres, mais c'était l'ozone O3, le PM10, le PM2,5, le NO2, le CO, etc. Bon, c'était plusieurs paramètres de pollution. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous dire que les résultats de tous les travaux
ont donné que pour tel ou tel paramètre de pollution, qui sont tous des paramètres de pollution, hein, qui dépendent plus ou moins de paramètres atmosphériques, comme la température, la vitesse du vent, etc., mais pas tous. Donc chacun avait ses variables exogènes, etc. Mais c'est juste pour dire que il n'y avait pas un réseau de neurones qui était prouvé être le meilleur pour tous les paramètres de pollution. Donc chaque paramètre de pollution avait son propre réseau qui a donné de meilleurs résultats que les autres. Et j'irai même plus loin, peut-être que pour le même paramètre de pollution et pour deux situations différentes, situation géographique ou situation atmosphérique, peut-être que deux différents types de réseaux de neurones auraient donné différentes solutions. Donc c'est juste pour dire que le problème du choix du type de réseau de neurones reste totalement donné et contexte dépendant. Très bien, donc on va continuer. Donc pour un problème donné, l'utilisation d'un réseau RBF conduit généralement à une structure du modèle, donc nombre de la couche, d'unités de la couche cachée. Donc après on va voir l'architecture du RBF en détail, mais bon, cette architecture est dans son ensemble moins complexe que celle produite par un RNF, bon, ici par RNF on veut dire PMC, perceptron multicouche. Donc la complexité de calcul induite par leur apprentissage est moindre que celle induite par l'apprentissage RNF. Bon. Là, je mets un petit bémol, je mets un petit point d'interrogation. Hein. Pour voir dans quel cas l'apprentissage du PMC et l'apprentissage du RBF, qui est plus compliqué que l'autre. Bon, on va en reparler lorsqu'on abordera l'apprentissage du RBF, mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que l'apprentissage du RBF n'est pas basé sur le gradient, ou la recherche de l'optimum par le gradient. Donc là, déjà, on a peut-être une amélioration dans le sens d'une complexité moindre, si vous voulez. C'est moins complexe que l'apprentissage pour un PMC ou l'apprentissage par rétropropagation du gradient. Mais bon, on va voir que c'est pas si simple. On ne peut pas dire aussi que c'est plus simple, parce que ça dépend comment on va aborder l'apprentissage du RPF. Très bien. Donc le choix du nombre optimal d'unités de la couche cachée, l'estimation des paramètres du réseau sont effectués lors d'une phase d'apprentissage au cours de laquelle un ensemble de paires entrée-sortie expérimentale est utilisé pour permettre au RBF d'acquérir une relation entrée-sortie non linéaire. Donc là, c'est exactement pareil que pour le PMC. On va avoir une base de données où on va avoir des entrées et des sorties pour un problème, si vous voulez, d'apprentissage supervisé. Et on va donner à ce réseau-là, pour chaque entrée, une sortie et d'une manière feed-forward, calculer l'erreur et puis mettre à jour donc les paramètres de ce réseau. Pour le PMC, ce ne sont que des poids et des biais, et bien sûr le choix de la fonction sigmoïdale, log sigmoïdal ou tangente sigmoïdale, mais ici, ça va être un peu différent. Et on va voir ceci lors de l'architecture du RBF ou du réseau RBF. Donc voilà. Le RBF ou les réseaux RBF sont introduits par Powell et Broomhead en 1900, je crois que c'était en 90 ou 92. Donc c'est des réseaux assez récents, hein, assez récents, ou plus récents que le PMC. Donc le réseau RBF, Radial Basis Function, fait partie des réseaux de neurones supervisés, mais il peut aussi être utilisé pour le non supervisé. On l'utilise généralement pour régler des problèmes d'apprentissage supervisé, mais bon, on peut l'utiliser aussi pour la classification, c'est-à-dire la classification clustering, hein, type clustering. On peut, mais bon, on ne le fait pas parce qu'en fait,
pour le clustering, c'est que la première phase du réseau RBF qui va être utilisée. Donc, il n'y a pas beaucoup ou la première partie du réseau RBF qui va être utilisée, à savoir les fonctions radiales de base. Donc, bon, il est plus profitable d'utiliser un autre type de réseau ou carrément une autre approche pour de la classification non supervisée. Mais bon, donc, on peut le faire, mais bon, ce n'est pas son but premier. Il est généralement utilisé pour faire de la classification supervisée ou de l'approximation de fonctions. Donc, il est constitué de 3 couches. Donc là, je vais voir la figure 4.1. Très bien. Et là, on peut voir la constitution ou l'architecture du réseau RBF. Donc, un réseau RBF, Radial Basis Function, est constitué, comme vous le voyez, de 3 couches. La couche d'entrée, la couche de sortie, bien sûr, la couche de sortie, et la couche cachée, et une seule couche cachée. Très bien. Donc déjà, première différence. Le réseau RBF est monocouche. Il ne peut pas contenir plus d'une couche cachée. Impossible. C'est un approximateur global. Donc on approxime globalement notre problème dans une seule couche cachée. Donc, si vous vous rappelez bien ce qu'on avait vu pour le PMC, pour le perceptron multicouche, la complexité des séparations n'est pas augmentée par le nombre de couches. Le PMC, on avait une seule couche nous donnait des lignes, 2 couches allaient donner des formes en combinant ces lignes. Une 3e couche aurait donné des formes plus complexes, ça veut dire des formes dans des formes, etc. Ici, non. L'apprentissage est global et se fait dans la couche cachée, une seule couche cachée. Maintenant, si vous voulez, ou on peut le voir comme ça, la complexité de la fonction d'activation, qui est un peu plus complexe que la sigmoïde, et on va voir comment elle est un peu plus complexe, parce que la fonction radiale de base la dimension de la fonction radiale de base est fonction de la dimension des entrées, on en reparlera. Or que pour le PMC, la fonction est une fonction scalaire, c'est-à-dire, comment dire, c'est une fonction à une seule variable. D'accord? On a l'entrée z et y égale f de z. Et z, c'est une seule entrée dans la fonction sigmoïdale qui est la somme des WIJ fois XI plus le biais. Et donc, la fonction sigmoïdale est toujours une fonction à une seule variable, 1 sur, si on est dans le log sigmoïdal, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins bêta z. Et ça y est, z est unitaire. Alors qu'ici, les arguments de la fonction à base radiale peuvent être d'une arité ou de dimension plus élevée. Et on va le voir. Donc on va voir une seule couche cachée. D'accord? Alors les entrées, c'est similaire au PMC. On va voir des entrées qui viennent d'un vecteur de régresseur phi. Et là, je reviens si vous voulez, au cours sur le PMC. Et là, je peux vous dire qu'on peut utiliser que les régresseurs phi sont les mêmes. Ça veut dire les régresseurs qu'on a vus, les régresseurs non linéaires, ARCS, ARMA, ARMAX, OE, etc., Box-Jenkins, qu'on a utilisé ou qu'on pouvait utiliser pour les PMC, sont utilisables ici pour le RBF. Donc jusque-là, il n'y a aucune différence. Très bien. Toute la différence, les vecteurs de sortie ou
la couche de sortie aussi est semblable à celle du PMC. Les neurones de sortie reçoivent les sorties des neurones de la couche cachée, pondérées par des poids et des biais, d'accord? Et cette fonction est généralement, mais cette fonction est généralement une fonction linéaire. Donc c'est la même chose que le PMC, mais sauf que cette fonction est linéaire. On n'a pas un neurone, hein, on ne peut pas avoir un neurone avec une fonction d'activation non linéaire. La fonction d'activation qu'on a ici est linéaire. Très bien. Peut-être qu'on peut mettre une fonction d'activation tout ou rien. Oui, si on est dans un problème de classification, ça c'est encore possible. Mais on ne peut pas mettre une fonction d'activation de type sigmoïdal ou RBF ou une fonction non linéaire. Et ceci, on va le voir pourquoi, parce que ça a à voir avec l'apprentissage des poids et des biais de la couche de sortie. Donc jusque-là, la couche de sortie, c'est similaire à un PMC avec une couche de sortie de type linéaire. Je le répète, de type linéaire. Maintenant, la différence entre le PMC et le RBF se trouve dans la couche cachée. Très bien. Donc, outre la fonction d'activation RBF, qui est différente de la sigmoïde, la différence primordiale est la non-existence de poids entre la couche d'entrée et la couche de sortie. Très bien. Alors ça, c'est très important. Je reviens ici. Si je reviens ici à la configuration sous réseau pour faire un réseau de neurones, donc si vous voulez, si je reprends la figure 3.1a, pour un RBF, la fonction kappa serait une fonction à base radiale et on n'aurait pas cette somme. Cette somme-là n'existerait pas et ce θ1 n'existerait pas. Ça veut dire qu'on n'a pas un vecteur de poids et de biais et qu'on ne somme pas les entrées. Les entrées vont directement dans la fonction kappa qui est une fonction à base radiale. Je reviens. Très bien. Donc là, les entrées vont directement, tout le vecteur d'entrée va directement, comme entrée, affecter la sortie de la fonction à base radiale. Donc, la fonction à base radiale, elle est, ou bien la dimension de la fonction RBF est égale à la dimension du vecteur d'entrée. Voilà donc l'architecture du réseau RBF. Donc il est constitué de 3 couches, là je résume un peu. Une couche d'entrée qui retransmet les données sans distorsion, ça veut dire qu'il n'y a pas de poids entre le vecteur d'entrée et la couche cachée. Une seule couche cachée qui contient les neurones RBF qui sont généralement des gaussiennes. Et une couche de sortie dont les neurones sont généralement animés par une fonction d'activation linéaire. Donc chaque couche est complètement connectée à la suivante et il n'y a pas de connexion à l'intérieur d'une même couche. Très bien. Donc, on ne peut pas faire un réseau, si vous voulez, récurrent avec des RBF. Non. Très bien. On le fait avec des sigmoïdes ou autre. Donc, le réseau 4.1 est constitué de N neurones d'entrée, M neurones cachés, J neurones de sortie. Donc, la sortie du Mième neurone de la couche cachée est donnée par, et donc là, je vais donner la sortie du Mième. Donc, ici, la sortie de chaque couche cachée est donnée par YM. Donc, Q, c'est l'indice qui va donner l'échantillon. Donc, c'est l'échantillon Q, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, de la base de données. Donc, la sortie, si vous voulez, et il faut focaliser juste sur la sortie, vous enlevez le Q. Donc, ici, YM égale exponentielle. Donc, c'est en fait l'équation qui est donnée par une gaussienne. Donc l'équation est égale exponentielle
moins la norme. Pourquoi norme? Parce que XQ, X est un vecteur. C'est un vecteur de dimension n. N, c'est le nombre d'entrées. Donc XQ, XQ de la base, moins nu m, je vais revenir sur ce que c'est nu, le tout, norme au carré, sur 2 sigma carré de m. Très bien. Donc ceci est la m-ième neurone, ou le m-ième neurone. Alors, nu-m est le centre de la du m-ième neurone, le centre de la gaussienne, du m-ième neurone, de la couche cachée, et sigma m est la largeur de la m-ième gaussienne. Alors, je vais expliquer. Là, on va aller pour la gaussienne. Très bien. Alors, le nu donne le centre de la gaussienne et le sigma donne la largeur de la gaussienne. Et donc ici, on a par exemple une gaussienne. Si on a un sigma qui est large, on va avoir cette forme-là. Et si on a un sigma qui est petit, on va avoir cette forme-là de gaussienne. Donc une gaussienne plus étroite. Où la sortie, donc, elle va être importante ou égale à 1 si on est plus proche du centre, et va tomber, c'est-à-dire va tomber drastiquement si on s'éloigne un tout petit peu du centre. Tandis qu'avec une sigma, une grande sigma ou une valeur de sigma qui est plus large, la valeur de sortie va rester importante ou égale à 1 jusqu'à s'éloigner d'une distance importante par rapport au centre. Donc la sortie du JM neurone, de la couche de sortie, donc toutes ces sorties-là, les sorties de chaque neurone de la couche cachée ou de chaque gaussienne, vont être multipliées par un poids, d'accord, et injectées aux neurones de sortie. Donc la sortie du JM neurone de la couche de sortie, il est donné par ZJQ égale 1 sur M. 1 sur M, ce n'est que la moyenne du nombre de neurones dans la couche cachée. La somme, M égale 1 jusqu'à M, WMJ, YM. Ça veut dire qu'on va avoir une multiplication des sorties par les poids, le tout divisé par M. Le tout divisé par M, ce n'est pas un problème. On peut enlever la valeur 1 sur M puisque le neurone de sortie est linéaire et donc la division, elle peut se retrouver ici. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, on peut avoir une somme ou une somme moyennée, une somme ou une moyenne. Mais voilà la sortie du neurone J, où WMJ sont les poids reliant la couche cachée à celle de la sortie. Donc, il y a une relation, il y a des poids entre la couche cachée et la couche de sortie. Mais il n'y a pas de poids entre la couche d'entrée et la couche cachée. Il y a des poids entre la couche de cachée et la couche de sortie. Très bien. Donc, on a vu des valeurs de la valeur de sigma sur la forme de la gaussienne, qui est donnée par la figure 4.2. D'autre part, la nature de la séparation introduite par le RNFBR ou le RBF est de type local par rapport à l'aspect global de la séparation introduite par le PMC. Voilà. Donc, on va voir ici les exemples de séparation. Donc, je crois que j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai fait une erreur, j'ai confondu. En fait, le type de classification du RBF, il est local, alors que le type de classification du PMC, il est global. Très bien. Donc, le PMC devient local quand on a plusieurs couches. La première couche va
s'attaquer sur le local, etc., pour être global à la fin. Donc voilà la différence entre les types de classification donnés par le PMC et le RBF. Donc, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, et dans le chapitre 2, quand on a vu le neurone simple qui est de type sigmoïdal ou tutourien, basé sur des poids en entrée, des poids entre les entrées et la couche cachée. Donc, on a vu que si on mettait des poids entre les entrées et le neurone, et qu'on mettait une fonction sigmoïdale ou sigmoïdale aux limites, qui est une fonction tutourien ou signe, la nature de la fonction, on avait vu que c'était une droite. Et cette fonction, cette classification, cette nature de séparation, elle est globale. Ça veut dire que la ligne, elle est infinie. Et puis, on va mettre une ligne, donc on va globalement séparer une classe de l'autre. Et ça a ses avantages et ses inconvénients, parce que si le cluster est important et puis s'étend sur sur une large bande, et il est séparable par une ligne, ça peut nous rendre service. D'accord ? Toutefois, s'il est distribué d'une manière plus complexe, le problème devient non linéairement séparable et fortement non linéairement séparable, peut-être qu'un autre type de transformation serait plus adéquat. Et là, vous voyez de ce côté-là comment la nature de séparation donnée par un RBF. Très bien, mais bon, là, on montre la nature globale, hein, parce que là, en fait, on n'est pas très, si vous voulez, on n'est pas très juste dans cette figure avec le PMC, parce que là, la ligne droite est donnée que par un seul neurone, alors que là, les séparations sont données par 1, 2, 3 et 4 neurones. D'accord ? 4 neurones de type RBF. On ne peut pas demander au PMC de faire aussi bien que le RBF en lui donnant qu'un seul neurone, et que le RBF ici, on lui distribue 4 neurones. Donc il faut être juste quelque part. Mais bon, ça c'est juste pour vous montrer la nature de la séparation. L'un utilise une séparation d'une ligne avec une droite, et l'autre va utiliser une séparation. Dans ce cas-là, à 2 dimensions, c'est un cercle. D'accord ? En 3 dimensions, ça va être une cloche. À 4 dimensions, je ne sais pas. Mais ça va faire une séparation de type RBF. Voilà. Pareil pour le PMC. À 2 dimensions, ça va être une droite. À 3 dimensions, ça va être un plan. À 4 dimensions, je ne sais pas. Mais ça va être une séparation de type global. Parfait. Donc maintenant, on a, si vous voulez, on a défini hein, l'architecture d'un réseau RBF. Donc voilà, on a défini l'architecture du réseau RBF avec ses différences structurelles avec le PMC. Une fois donc qu'on a établi un réseau RBF, hein, qu'on a réfléchi, qu'on a défini le vecteur de régression phi, qu'on a défini le nombre de neurones de la couche cachée, ça veut dire le nombre de gaussiennes, le nombre de RBF, de fonctions radiales de base, et qu'on a les sorties, bien sûr les sorties sont données par les classes ou par le nombre de variables de sortie de la fonction. Si on est dans le cas d'une approximation de fonction, d'un problème type approximation de fonction, là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à
faire l'apprentissage de notre réseau. Très bien. Donc l'apprentissage du réseau RBF a été présenté pour la première fois par Moody et Darken. Là, j'ai oublié de mettre la date, mais bon, vous pouvez le retrouver. Je la mettrai la prochaine fois, mais c'était dans les années 90. Donc, il consiste à régler 4 paramètres principaux. D'accord. Donc, pour le PMC, l'apprentissage consistait à trouver les poids et les biais. D'accord. Ici, dans la gaussienne, dans le RBF ou le réseau RBF, il consiste à régler 4 paramètres principaux. Très bien. Donc, le nombre de neurones dans l'unique couche cachée. D'accord. Donc, si vous vous rappelez bien, pour le PMC, l'apprentissage, ce n'était pas, ne concernait pas le nombre de neurones dans chaque couche. Le nombre de neurones dans chaque couche devait se faire comme un choix conceptuel. Ici, il peut se faire comme un choix conceptuel, mais il peut aussi être induit par un apprentissage. On va voir comment. Donc, le nombre de neurones dans l'unique couche cachée, qui est équivalent au nombre de gaussiennes, très bien. La position des centres de ces gaussiennes ainsi que leur largeur. Très bien. Donc, une fois qu'on a le nombre de neurones, c'est des gaussiennes, l'apprentissage va être de définir le centre, c'est-à-dire le positionnement de ces gaussiennes dans l'espace d'entrée-sortie, et la largeur de ces gaussiennes. Donc, si vous voulez, l'apprentissage, ça va être la forme de chaque neurone. Par opposition au PMC, au perceptron multicouche, où dans chaque couche, on ne touche pas à la forme de la sigmoïde. Ça veut dire que si on a une tangente sigmoïdale avec un paramètre bêta qui est égal à 1, on va garder la même sigmoïde pour toute la couche. Ici, non. La fonction RBF est différente d'un neurone à l'autre dans la même couche, dans l'unique couche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de poids entre les entrées et les sorties. Et c'est la seule manière de donner des sorties différentes pour chaque neurone. Dans le cas du PMC, les fonctions étaient les mêmes, mais les poids qui, si vous voulez, qui étaient multipliés par les entrées et qui rentraient dans le calcul de la sortie de chaque neurone étaient différents. Ici, il n'y a pas de poids, donc la différence, obligatoirement, c'est le centre et la largeur de la gaussienne. Finalement, le dernier paramètre, c'est les poids de connexion entre les neurones de la couche cachée et les neurones de sortie, c'est-à-dire les poids et les biais, si on peut enlever les biais, les poids et les biais de la couche de sortie. Et ça, c'est pareil que pour le PMC. Si on considère que la fonction des neurones de sortie est linéaire. Donc, le réseau RBF consiste à minimiser, comme pour le PMC, là on est dans les mêmes cas de figure, l'erreur totale ou l'erreur quadratique totale ou l'erreur moyenne quadratique ou la somme des erreurs quadratiques, etc. Donc, un critère. Calculé bien sûr entre les sorties obtenues du réseau et celles réalisées, c'est-à-dire que nous sommes dans le cas de l'apprentissage supervisé basé sur l'erreur. Cette erreur peut être quadratique, peut être totale, peut être une moyenne, etc. Donc là, je donne la somme des erreurs quadratiques. Donc c'est la somme des Q1 jusqu'à grand Q. Une autre somme, J égale 1
jusqu'à J, Tj de Q, Zj de Q au carré. Donc pourquoi deux sommes? Bon, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas deux sommes en fait. En fait, on a la somme des neurones de sortie. Donc ici, si on a un seul neurone de sortie ou si on a un problème d'approximation de fonction à une seule sortie, cette somme-là n'existera pas et il restera la somme de tous les échantillons. Donc, on va minimiser la somme de tous les échantillons. Donc, si on fait un apprentissage pour toute une époque, on va calculer la somme de qui 1 égale jusqu'à Q, avec grand Q, c'est le nombre d'échantillons dans la base d'apprentissage. Voilà, base d'apprentissage. C'est tout. Donc, pour le réseau RBF, l'ajustement des poids WMJ reliant la couche cachée à celle de la sortie est réalisé par la règle de Wydrow-Hoff. Il se fait comme suit. Très bien. Donc, la règle de Wydrow-Hoff, si vous vous rappelez bien, je vous renvoie donc au chapitre 2, à la section, bon, je ne me rappelle plus de la section, du numéro de la section, mais c'était l'algorithme LMS pour le réseau linéaire, le combinateur linéaire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le cas d'un combinateur linéaire. Donc, si je me mets ici, si je reviens à mon réseau, et si je prends que cette partie-là, et si je prends une sortie, un neurone de sortie, ce neurone de sortie, pardon, n'est autre que un combinateur linéaire. Et donc, si on se base sur l'identification des poids de ce combinateur linéaire en utilisant le gradient estimé et l'algorithme LMS, on retombe sur l'équation de Wydrow-Hoff qui est en fait, si vous vous rappelez bien, équivalente hein, à la règle du perceptron. D'accord? Donc je ne vais pas refaire la preuve de l'obtention de cette règle, vous l'avez dans le chapitre 2, neurones simples, algorithme LMS et combinateur linéaire. Donc en fait, on a WMG, I plus 1, donc W, si vous voulez, K plus 1, égale WK, donc les poids K plus 1 égale WK, plus mu, l'erreur, TJ moins ZJ, YM. Donc mu, E, YM, donc mu EX, avec les X, les entrées, ce sont les sorties de la couche cachée. Donc là, j'aurais pu rajouter un 2 ou pas, 2 mu X, ou mu EX, c'est pareil, puisque le 2 n'est qu'une valeur linéaire, c'est-à-dire en bas, c'est une transformation linéaire. Très bien, donc TJ, c'est la sortie du JM neurone désiré, ZJ est la sortie du JM neurone calculé, YM est la sortie du Mième neurone de la couche cachée. Et mu est le pas d'apprentissage dont la valeur est comprise entre 0 et 1. Voilà. Donc voilà ma sortie TJ désirée, ma sortie ZJ, et puis là on a l'erreur, et les poids qui sont associés aux neurones de sortie vont être égales delta W, c'est-à-dire la variation des poids, elle va être égale à quoi? À mu, E, les entrées de ce neurone, qui sont les sorties YM. Mu, E, Y. Équivalent à mu, E, X, le perceptron, la règle du perceptron. Très bien, donc la deuxième partie ne pose aucun problème. La deuxième partie qui est l'identification des poids de la couche de sortie ne nous pose pas de problème. On l'a déjà vu, on l'a traité dans le chapitre 1, on l'a retraité, plutôt dans le chapitre 2, on l'a retraité dans le chapitre 3 pour l'identification des paramètres du PMC.
Donc là, il n'y a pas de problème. Et ce n'est même pas la règle delta ou la règle de rétropropagation du gradient, c'est la règle du perceptron, mu EX. Donc ce qui nous reste comme complexité, ou la complexité en fait de l'apprentissage des RBF, ça va rester principalement les paramètres à régler qui sont les centres nu-i, les dispersions sigma i et les poids WKMJ, ça on les connaît, ce n'est pas un problème. Donc cette partie-là ne va pas nous poser de problème. Ce qui est nouveau pour nous maintenant, c'est comment trouver les centres des gaussiennes et les dispersions sigma i de chaque gaussienne. Très bien, donc l'avantage principal des RBF est qu'il est possible de simplifier l'apprentissage en divisant le travail en 3 phases. Très bien. Donc on va s'attaquer au problème d'apprentissage en 3 points. Donc le premier point, ça va être le positionnement des centres. Où est-ce que je vais positionner mes centres? Ça veut dire mes sigma i, comment je vais les trouver. Ceci en se fixant déjà la topologie du réseau. Ça veut dire que je sais combien de neurones je vais avoir. Très bien. Donc je connais mon nombre de neurones M dans la couche cachée. Donc mon nombre de fonctions à base radiale. Et donc je vais, premier point, essayer de trouver les centres de chaque neurone ou de chaque gaussienne. Deuxième point, détermination de la largeur des noyaux gaussiens. Ça veut dire la largeur de chaque gaussienne. Donc, le centre et la largeur. Et puis, le troisième point, je vais adapter les poids des neurones de sortie, ce qui n'est pas un problème. Donc, maintenant, je vais me focaliser en fait sur le positionnement et la largeur de ces gaussiennes. Ça veut dire la forme de ma fonction RBF. Et c'est ça, en fait, le challenge du RBF. Si on arrive à faire, ça veut dire un positionnement des centres et des gaussiennes qui nous permet de classifier le problème dans son ensemble, d'accord? Ça c'est en théorie, si on arrive à faire ça, on n'a pas besoin de poids dans les couches de sortie. Ça veut dire que si on arrive à isoler chaque classe par une gaussienne, les poids entre la couche de sortie et la couche cachée vont être égaux à 1. Je n'aurai pas besoin de couche cachée. Si j'arrive à encapsuler chaque classe, si vous voulez, par une gaussienne, eh bien, les sorties des gaussiennes vont être les sorties des classes. Je reviendrai sur ça et on le verra graphiquement. Le problème, c'est que ceci revient à régler un problème qui est facile ou facilement séparable. Allez, je ne vais pas dire linéairement séparable, parce que non, on n'est plus dans la linéarité ou la séparable, où on peut avoir des problèmes non linéairement séparables, mais facilement séparables par des gaussiennes. Et donc, voilà. Très bien. Donc, je reviens. Donc, il existe, si vous voulez, plusieurs stratégies d'apprentissage, selon la façon dont les centres sont spécifiés. Donc, Gauss-Scheinach les cite en 2000. Donc, vous voyez que c'est quand même assez récent. C'est en 2000, bon, ça fait 20 ans, mais ça reste assez récent. Voilà. Alors, Gauss-Scheinach nous donne 3 façons de faire l'apprentissage. Il y a 3 manières de faire l'apprentissage. Donc, la première manière, qui est... Alors, chacune de ces manières a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Et on va en parler. Donc, la première manière, c'est d'avoir des centres fixes sélectionnés de manière aléatoire. Très bien. Donc, je me dis, alors la première approche, je me dis, allez, je vais construire mon réseau, je vais construire mon réseau RBF, je vais dire, allez, la complexité de mes données est de telle, allez, je vais avoir besoin, par exemple, de
10 ou 15, allez, 15 neurones dans la couche cachée. Je dis ça comme ça. Hein. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aléatoirement affecter des centres, bien sûr dans mon espace d'entrée-sortie, aléatoirement dans mon espace d'entrée-sortie, pas dans l'infini. Je m'entends bien. Vous savez que vos données sont quelque part entre telle et telle valeur. Vous allez prendre des centres aléatoires entre telle et telle valeur. D'accord? Donc des centres aléatoires et des largeurs, des gaussiennes ou des sigmas, des bases aléatoires. Très bien. Donc vous pouvez me dire, oui, mais si on fait ça, c'est de l'aléatoire, ça va nous donner quelque chose d'aléatoire. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Ça va vous donner quelque chose d'aléatoire, mais tout en sachant votre espace de données d'entrée-sortie, vous allez mettre des gaussiennes dessus, donc vous allez avoir une décision qui peut être vraie, qui peut être fausse, hein, mais vous avez derrière, d'accord, une couche de sortie combinatoire qui va combiner les résultats de la couche cachée. Et là, même si ces résultats ne sont pas entièrement vrais, ça veut dire un neurone va donner une vérité et l'autre va donner une autre vérité, la combinaison de toutes ces sorties va donner, la combinaison bien sûr supervisée par rapport à l'erreur, va donner quelque chose de, ou peut donner, dans la majorité des cas, quelque chose de, si vous voulez, de concret et d'intéressant et de réel. Ils peuvent régler le problème. On peut régler le problème comme ça. Sauf que ici, si vous voulez, vous avez la facilité de choisir vos centres, hein, et vos dispersions, c'est-à-dire vos gaussiennes, puisque c'est aléatoire, donc vous ne vous cassez pas la tête à les choisir, et vous mettez, c'est-à-dire tout le poids de la recherche sur les poids et les biais qui se trouvent entre la couche cachée, hein, et la couche de sortie. Donc vous allez faire travailler beaucoup plus l'apprentissage des poids et des biais. Et vous n'allez pas faire travailler l'apprentissage, si vous voulez, des gaussiennes. Donc l'avantage, en fait, c'est que vous... très bien. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas vous casser la tête ou avoir beaucoup de travail à faire pour trouver les poids et les biais des gaussiennes. Et vous mettez tout ce travail-là sur le dos ou sur le dos de la couche cachée pour trouver les poids. Et là, vous savez que vous allez utiliser l'approche ou la règle de Wydrow-Hoff ou la règle du, si vous voulez, du perceptron, qui est facile, et donc il n'y a pas de problème. Vous allez faire un apprentissage et vous allez avoir des poids et des biais afin de minimiser l'erreur de sortie. Donc la première approche, elle a l'avantage d'être, si vous voulez, assez facile et voilà, et vous enlevez la complexité pour trouver les centres et les dispersions. Mais d'un autre côté, vous n'utilisez pas la puissance que peuvent vous conférer les gaussiennes. D'accord? Donc les gaussiennes, اللي عندهم قوة كبيرة اللي عندهم قدرة يجمع عندهم قدرة هما باش ils nous règlent le problème dès le départ. D'accord? Parce que si on se focalise bien sur un cluster, ben, la gaussienne, elle peut déjà avoir une réponse qui est bonne, sans pour autant, trouver une bonne réponse en utilisant les poids. C'est-à-dire les poids vont devenir juste pour juste un petit réglage, si vous voulez, ou pas du tout. La deuxième approche, dans cette approche-là, donc, on va avoir des centres obtenus par apprentissage non supervisé. Très bien. Donc cette approche-là, si vous voulez, c'est un peu l'approche de l'apprentissage, même pour régler un problème supervisé, de diviser l'apprentissage entre deux parties. Une partie non supervisée, la première, et une partie supervisée.
Donc la partie non supervisée, si vous voulez, elle va faire le tri, elle va arranger les choses pour pouvoir donner des données pertinentes et plus faciles à traiter par la partie supervisée. Et ça, c'est le principe même du deep learning ou des CNN dans le deep learning, les réseaux de neurones convolutionnels, où la première partie, en fait, c'est une partie, la partie max pooling, filtrage, etc., va, si vous voulez, contribuer à filtrer et faire un peu de tri dans les données pour pouvoir présenter à la deuxième partie, qui est la partie apprentissage supervisé, lui présenter des données qui sont épurées et donc l'apprentissage va se faire rapidement. Très bien, donc je reviens pour les RBF. Les centres obtenus par apprentissage non supervisé se fait par, si vous voulez, des approches d'analyse de données non supervisées. Donc l'approche la plus utilisée est les K-means. Donc on va revenir un peu sur les K-means, mais je pense que vous avez fait l'algorithme des K-means suffisamment dans la deuxième partie du cours avec Madame Azizi, qui vous fait les K-means. Hein, vous avez fait les K-means, donc on va juste les revoir, mais bon, je sais que vous les avez vus avec Madame Azizi. Donc les K-means, en fait, ils vont nous estimer le centre de ces clusters. Très bien, donc il va faire de l'analyse de données, on va faire de l'analyse de données en utilisant les K-means, on va lui donner toutes les données qu'on a, toutes les données de notre base d'apprentissage, hein, et puis l'algorithme des K-means va nous donner les centres de ces gaussiens. Très bien, il va nous donner le centre des clusters. Ah, le problème c'est qu'il va nous donner le centre des clusters, hein, du nombre des clusters, déterminé au préalable. Parce que l'algorithme des K-means a besoin du nombre de clusters comme une entrée. Donc là, on va en reparler un peu, parce qu'il n'est pas aisé de trouver le nombre de clusters. Il n'est pas aisé de connaître a priori le nombre de clusters, mais le K-means vous l'impose. Mais bon, il est plus, intelligent, ou plus logique, ou plus clairvoyant de donner un nombre de clusters qui se rapproche de la réalité, plutôt que d'utiliser la première approche qui est totalement aléatoire, où je vais donner des centres aléatoires. Donc avec la deuxième approche, si je me trompe du nombre de clusters, je peux avoir des problèmes dans 1, 2 ou 3 clusters, mais pas partout. Pas partout. Donc les dispersions peuvent être choisies, et les dispersions, donc une fois qu'on a identifié le centre des clusters, le centre des clusters va être le centre des gaussiennes. Il nous restera à déterminer les sigmas, donc il nous restera à déterminer les largeurs des gaussiennes. Celles-ci, donc ces largeurs, peuvent être choisies comme la distance moyenne entre les centres voisins. Très bien, donc la distance moyenne entre les centres voisins. Je reviens. Et on va le voir ici, par exemple. Très bien. Donc, si je fais des K-means pour ce petit problème, donc on va faire des K-means, et les K-means vont nous donner, par exemple, si j'identifie 4 clusters, si je donne 4 clusters, les K-means vont me donner ces 4 clusters. Donc, le centre des gaussiennes va être le centre des clusters. Voilà, très bien. 1, 2, 3, 4. Et la largeur de ces RBF va être la moitié, d'accord, la moitié de la distance entre les deux clusters les plus proches. Donc, si je prends cette distance-là, je vais prendre cette moitié-là, et puis cette moitié-là, par exemple, du cluster. De la largeur du cluster. Donc, attendez que je revienne. Très bien. Parfait. Donc, je dis comme la distance moyenne entre les centres voisins des clusters.
Et les poids sont la solution des équations linéaires. Les poids, après, on utilise le mu EX, le perceptron, qui est simple, donc je ne reviendrai pas sur ça. La troisième approche, qui est l'approche la plus optimale, mais aussi la plus coûteuse en termes de calcul, hein, et de complexité. Donc les centres et les largeurs sont obtenus par apprentissage. Donc tous les paramètres sont ajustés pour minimiser une fonction d'erreur. Donc je vous explique ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des entrées, on va avoir un nombre de neurones dans la couche cachée, mais on ne connaît pas le centre et la largeur des gaussiennes. Et on ne connaît pas les poids et les biais. Et donc, on va faire un apprentissage, on va calculer les erreurs dans le passage propagation avant, on calcule l'erreur, et avec ces erreurs-là, on va mettre à jour non seulement les poids de la couche de sortie, mais aussi les centres et les largeurs des gaussiennes. Donc, ça va devenir un problème d'optimisation globale, hein, à plusieurs dimensions, et les largeurs et les centres des gaussiennes vont changer pour chaque échantillon de la base d'apprentissage. Pour le faire, bon, vous pouvez utiliser beaucoup d'approches, je ne sais pas moi, les approches d'optimisation type simplex pour une optimisation linéaire, mais ça va être compliqué, ou alors utiliser des approches heuristiques autres comme les colonies de fourmis, les algorithmes génétiques, pour trouver les valeurs des centres et des largeurs des gaussiennes. Très bien, donc ça c'est la troisième approche. Donc comme vous pouvez le penser ou le voir, cette approche-là, bien que la plus optimale, hein, dans l'optimalité, si on recherche l'optimalité, c'est la fonction la plus optimale. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre à jour les poids et les biais, ainsi que les gaussiennes et leurs paramètres, dans le but, tout ça dans le but de minimiser l'erreur. Alors que la deuxième et la première approche, en fait, font une dichotomie entre la couche cachée et la couche de sortie. La couche cachée est traitée séparément et la couche de sortie est traitée séparément. Et donc, le problème n'est pas traité dans sa globalité, si je peux m'exprimer comme ça. Il n'est pas traité dans sa globalité et on n'est pas dans l'optimalité. Mais cette approche est très coûteuse en termes de calcul et de complexité. Donc bon, si je vous pose la question et je vous dis quelle est l'approche que vous allez le plus utiliser, si vous avez à régler un problème avec les RBF ou les réseaux RBF, quelle est l'approche d'apprentissage que vous allez le plus utiliser? Oui, أحسن الأمور أوسطها. On a dit la deuxième approche, qui est un trade-off, si vous voulez, un équilibre entre la première approche qui est assez intuitive et aléatoire, et la dernière approche qui est très optimale. Et on va utiliser la deuxième approche. Très bien. Donc, je vais résumer un peu tout ça. Donc, dans les tâches de classification, le nombre et les centres des gaussiennes sont choisis par des techniques de regroupement de données de type k-means. Donc, les largeurs des gaussiennes sont calculées par la valeur moyenne des distances séparant tous les exemples de centres correspondants. Donc, les k-means sont des méthodes itératives permettant de séparer une série de vecteurs en différents clusters. Et chaque cluster est représenté par un centre. Donc, l'utilisation des RBF nécessite la prise de deux décisions majeures.
Lesquelles? Quelle doit être la fonction de transfert? La fonction de transfert, c'est la gaussienne. Et si c'est une gaussienne, donc c'est la gaussienne dans RBF, comment en choisir les paramètres? Donc il n'y a pas de réponse définitive à ces questions et les solutions restent empiriques. La largeur de la gaussienne doit généralement être plus large que la distance entre deux points de l'espace, mais plus petite que la largeur du diamètre du cluster. D'accord. Combien de centres dois-je utiliser et où les placer? Ça veut dire combien de neurones je vais mettre dans la couche cachée. Généralement, on utilise le moins possible de centres. Très bien. On essaye d'utiliser le moins possible de centres pour, bien sûr, limiter la complexité de notre réseau. En essayant, bien sûr, de garder le plus possible de précision. Donc, si le nombre de centres est trop petit, on aura une précision, c'est-à-dire la complexité de notre réseau ne sera pas équivalente à la complexité du problème. Attention aussi, si notre réseau, et ça c'est pareil que dans le PMC, si notre réseau est trop complexe par rapport au problème, si j'ai trop de neurones dans la couche cachée par rapport au problème, et donc je vais détériorer ma sortie. Donc il faut avoir un nombre de neurones n qui est équivalent au problème. On peut facilement approcher l'erreur 0 pour des données d'apprentissage. Ça, c'est la même chose que pour le PMC. Donc là, l'erreur d'apprentissage, puisqu'on utilise à la fin, entre la couche de cachée et la couche sortie, l'algorithme du perceptron. L'algorithme du perceptron converge. L'algorithme ou la règle de Wienerhoff converge. L'algorithme LMS converge. Et donc, là, l'erreur d'apprentissage va aller asymptotiquement vers 0. L'erreur de validation, non. Donc le problème de surapprentissage et l'arrêt prématuré est aussi applicable pour le RBF et doit être appliqué pour le RBF. Très bien, donc là je vais juste rappeler l'algorithme des Kamins. Donc l'algorithme des Kamins se présente comme suit. Donc on choisit au hasard le centre de chacun des K clusters. Donc d'abord il faut déterminer le nombre de clusters. Choisir au hasard un centre. Donc on démarre avec une sélection aléatoire des centres. Attribuer chaque objet au cluster dans le centre lié le plus proche. Donc ça va être un calcul des distances pour chaque élément de la base de données, de la base d'apprentissage. On va calculer la distance et on va lui attribuer le centre le plus proche. Troisième point, recaler les positions des nouveaux centres. À la fin, on va faire une petite évaluation de ces distances et on va redéfinir les centres par rapport aux distances calculées. Puis on va répéter les étapes de 2 et 3 jusqu'à convergence, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un nombre d'itérations maximales soit atteint ou que le recalage des centres soit minimal ou proche de 0. Ça veut dire qu'on ne va plus bouger les centres. Et là, on s'arrête et on va dire, voilà les centres obtenus par les Kamins. Ces centres-là vont être les centres de nos gaussiennes pour l'approche d'apprentissage qu'on a montrée précédemment ou qui a été décrite précédemment. Donc là, on va voir aussi comment se fait. On va voir graphiquement un petit exemple. Donc, je vais prendre là. La présentation, cette présentation, donc je vais vous donner le nom de l'auteur, qui fait une présentation sur les bases radiales. Donc tout ce qui a été dit dans cette présentation, je viens de vous le dire en détail, avec des détails plus précis. Et donc là, je vais rapidement voir. Donc bon, les RBF deviennent de plus en plus utilisés, ils sont de plus en plus populaires, mais ça, c'était dans les années 2000, d'accord? Maintenant, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit,
le deep learning et l'abondance de données ainsi que la puissance de calcul rend caduque, elle rend caduque la plupart des théories sur les RBF. Donc maintenant, on va directement vers le deep learning, etc. Mais si vous n'avez pas beaucoup de données, il se pourrait que si vous n'avez pas beaucoup de données, ce n'est pas la peine d'aller vers le deep learning. Vous ne pouvez pas, donc il vaut mieux essayer de voir. Et si vous avez une connaissance aussi accrue de votre base de données ou de votre problème, il vaut mieux aller vers des solutions de type MLP ou RBF. Donc c'est le rival, ou c'était le rival le plus important du MLP ou du PMC, perception multicouche. C'est une approche complètement différente et il utilise des fonctions à base radiale. Donc on a vu ce que c'était que la gaussienne, donc là c'est la gaussienne, elle est mieux dessinée ici. Donc vous avez le centre, le radius R, hein, et ça c'est pas R, bon, le radius, où vous pouvez prendre le radius, hein, ou alors prendre tout le centre de la gaussienne. C'est pareil, c'est juste 2 fois R carré. Donc c'est sigma carré, ou c'est sigma le tout, ou c'est pareil. C'est juste une transformation linéaire, mais ça ne pose pas de problème. Très bien. Local versus global, ça veut dire la gaussienne est une séparation locale, alors que le MLP est une séparation globale. Donc ça, on avait vu. Donc j'avais pris l'exemple donné par Pavel et Cordic, voilà, leur présentation. Donc ça, c'est une présentation donnée par Pavel Cordic. Et là, vous avez l'architecture RBFN ou RBF qu'on a décrite. Et là, on va voir un petit exemple. Donc là, vous avez une architecture avec RBF avec 1, 2, 3, 4, 5 gaussiennes. Donc 5 neurones dans la couche cachée. Et 2 sorties. Donc vous voyez là, si je prends, ça c'est un exemple hein, qui est donné, si je prends les 2 dernières gaussiennes qui ont été probablement trouvées par hasard hein, ou aléatoirement, ça c'est l'approche aléatoire, si je fais mon apprentissage, etc., et que je vois que ces deux gaussiennes-là, en fait, ont des centres très proches et couvrent à peu près le même espace d'entrée-sortie, je peux les fusionner en une seule gaussienne. D'accord? Donc ces deux-là peuvent être fusionnés en une seule gaussienne. Hein, puisque ces 2 clusters peuvent être considérés comme un seul cluster. Ça, c'est juste pour vous dire que c'est très problème dépendant et ça dépend des données de notre base de données et de la distribution de nos données dans l'espace d'entrée-sortie. Bon, ça c'est l'architecture, le clustering. Donc l'idée de unique feature, la caractéristique unique du RBF en fait, est le procédé qui en fait qui se passe, hein, qui est le procédé qui se passe dans le procédé si vous voulez, de clustering qui se passe dans la couche cachée. Donc la couche cachée qui est composée de RBF ou de gaussienne, performe ou elle fait du clustering en fait. Hein. Donc l'idée est que les patterns in the input space, ça veut dire que ce qui se passe dans l'espace d'entrée va être projeté dans des clusters. D'accord? Si le centre de ces clusters est connu, alors la distance entre les clusters et le centre est mesurée et donc on peut trouver et on peut, si vous voulez, estimer la largeur des RBF. Donc ça, c'est ce que ça dit. Très bien. Donc là, on a un petit exemple. Donc là, on a un petit exemple. Donc imaginez ce problème-là à 2 dimensions, bien que les problèmes à 2 dimensions, comme on l'a vu avec le MLP, avec le perceptron multicouche ou le multi-layer perceptron dans le chapitre 3,
tous les problèmes à deux dimensions, on peut les régler, on peut les trouver des solutions graphiques. Hein. Donc pareil pour le RBF. Si on a, un problème à deux dimensions, ben, il n'y a pas de problème. Je peux trouver les clusters, hein, visuellement ou graphiquement. Donc là, si vous voulez le premier cluster, je vais lui donner, pardon, le premier cluster ici, je vais lui donner ce neurone. Vous voyez, le neurone, il commence à... voilà, regardez le neurone. Donc ce cluster-là, je vais lui attribuer le premier neurone. Le deuxième cluster, hein, si j'estime que c'est un cluster indépendant, donc regardez ce neurone-là, donc va encapsuler, si vous voulez, le petit cluster à côté du premier, et on peut avoir, bien sûr, des clusters qui se chevauchent, hein, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est bien dans les décisions, ça peut être bénéfique. Le troisième, donc ces deux clusters peuvent nous donner une catégorie on va combiner pour que ça nous donne une catégorie. Donc, toutes les sorties qui viennent de ces trois autres neurones pour le neurone de sortie 1 vont être mises à zéro. Là, on ne les a pas montrées, mais on peut faire des sorties avec des poids qui sont égaux à zéro. La deuxième catégorie peut être donnée par trois autres clusters. Donc, les neurones 3, 4 et 5. Et ceci nous donne la catégorie 2. Donc, voilà comment se fait, si vous voulez, comment on va choisir ou comment on va traiter un problème de classification par des RBF. La même chose pour de la régression ou pour de l'approximation de fonctions, c'est exactement la même chose. Hein, voilà. Si on veut approximer cette fonction-là, eh ben, on va mettre des gaussiennes, hein, voilà, les centres des gaussiennes et les dispersions, et puis on va approximer ces fonctions en fonction de les points ou les sorties de la fonction avec une combinaison linéaire des sorties de chaque gaussienne. Donc c'est exactement la même chose que pour la classification, sauf que ça va être pour les sorties d'une fonction. Pour le XOR problème, donc on va reprendre le XOR, hein, qu'on avait vu pour le PMC. Donc le XOR problème, on va avoir deux inputs, hein, deux hidden units, donc on va avoir quoi? On va avoir deux gaussiennes, d'accord? Deux gaussiennes avec un centre et une dispersion. Les paramètres des deux neurones cachés sont mis, donc le premier centre, il va être à 0, 0, le deuxième centre, il va être à 1, 1, donc je reviens, ici, le premier centre, il va être à 0, 0, voilà, le deuxième centre, il va être à 1, 1, ici, d'accord, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais encapsuler, ça veut dire mes zéros, ou mes points blancs, je vais les encapsuler dans deux neurones. D'accord? Le radius est chosen à 2R égale à 1, donc je peux prendre un radius qui est égal à 1. Et donc voilà ce que je vais avoir comme sortie pour x1, x2. Si j'ai mes radius 2R au carré qui est égal à 1, et j'ai mes centres qui sont là, je calcule donc mes sorties φ1 et φ2 qui vont me donner ceci. Voilà, donc, when mapped into the feature space H1, two classes become linearly separable. Donc, les deux classes vont être linéairement séparables. Si je mets une gaussienne ici et une gaussienne ici, mes deux classes vont être linéairement séparables. Je vais dire tout ce qui sort, tout ce qui est égal à 1 dans cette gaussienne et tout ce qui est égal à 1 dans cette gaussienne sont la classe 1. Et tout ce qui n'est pas égal à 1 dans cette gaussienne et dans cette gaussienne, c'est la classe 2. Voilà. Très bien. Donc on peut voir que comme pour le PMC,
on a besoin de deux neurones, hein, de deux RBF pour régler le problème du XOR. Si on est dans un problème linéairement séparable, ça veut dire le problème du OR ou du OU, eh bien un seul neurone, une seule RBF, peut nous encapsuler une seule classe. Donc je vais aller si je suis dans le problème du OR logique ou du OU logique, je vais encapsuler la classe 0, d'accord, puisque on va avoir 1, 0 et 3, 1. Et si je suis dans le problème du et logique, on va avoir 3, 0 et 1, 1. Je vais aller mettre ma gaussienne sur le 1, puisque tous les autres sont des 0. Et je vais donc définir mes classes. Très bien, donc là, je vais vous montrer juste pour finir un exemple d'application. Donc un exemple d'application, ce qui est une approximation de fonction. Donc en fait, on va essayer d'approximer la fonction sinus altérée, sinus bruité. Donc dans l'exemple FIC 4.4, on va prendre 50 points. Vous pouvez le faire en MATLAB ou en Python, c'est un exemple qui est simple. Représentés sur les quatre courbes sont générés comme suit. Donc on a x égale randomize 3, 2, 1, 6. Donc on va générer du bruit. Y égale sinus de x plus rand 0 entre 0 et 3. Donc la courbe y est la vraie fonction sinus. Donc ici, on a la courbe y qui est la vraie fonction sinus. Voilà, j'ai la vraie fonction sinus qui est la courbe y. La courbe RBF est la sortie du modèle. Donc la courbe RBF c'est celle-là, qui est la sortie du modèle. Et les points là qu'on a, c'est ma fonction. C'est ma fonction Y. Et donc, je vais essayer d'approximer la fonction sinus bruité. D'accord? Donc, si j'essaie de l'approximer avec deux centres, voilà ce que je vais avoir. Si je mets 5 centres, voilà ce que je vais avoir. Si je mets 10 centres, là, j'approxime à peu près bien les points que j'ai. Donc, j'approxime plus les points, si vous voulez, plus le bruitage que la fonction sinus. Donc, plus je rajoute, si vous voulez, des gaussiennes, plus je rajoute des neurones dans la couche cachée, plus je vais rajouter des classes. Et donc, plus je vais encapsuler, d'accord, je vais encapsuler les échantillons des perturbations, ça veut dire les randoms, les points qui sont randoms. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer qu'avec que le nombre de clusters, enfin l'effet du nombre de clusters sur une approximation de fonction. Et si je rajoute encore le nombre de centres, je vais carrément ne plus me focaliser sur la fonction sinus, la vraie fonction sinus, mais je vais me focaliser sur le bruitage. Donc voilà, ça c'est pour montrer que le nombre de, si vous voulez, de neurones dans la couche cachée ou le nombre de gaussiennes doit être équivalent à la complexité du problème. Et ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, si je veux, dans ce problème-là, considérer que ma fonction approximée, c'est la fonction sinus, et que les autres points, c'est du bruitage, je dois garder un nombre de gaussiennes qui est plus petit. Maintenant, si je considère que, en fait, c'est le bruit ou l'information est la partie haute fréquence ou la partie bruitée, là, je dois rajouter, pour pouvoir la capturer, plus de nombres. Très bien, donc avant de finir, voilà, je voulais juste
parler des k-means. Donc le problème des k-means, c'est qu'il faut une connaissance a priori du nombre de clusters. Parfait. Pourquoi? Parce que les k-means sont, si vous voulez, une approche linéaire de clustering. Voilà. Allez, on va dire comme ça. Très bien. Si on adopte une approche non linéaire, d'accord, ou si on veut adopter une approche non linéaire dans la recherche, si vous voulez, dans la recherche des clusters et du nombre de clusters, on peut utiliser un réseau de neurones, hein, puisqu'on est dans les réseaux de neurones, et ceci va être l'objet du prochain chapitre. On peut utiliser ce qu'on appelle les cartes de Cohen ou les cartes auto-organisatrices, Self-Organizing Feature Maps. Alors, Self-Organizing Feature Maps ou les cartes de Cohen, ce sont des réseaux de neurones qui vont nous permettre de, si vous voulez, faire du clustering, hein, en ne connaissant pas a priori le nombre de clusters. Ça veut dire que ça va nous donner le nombre de clusters et les clusters qui sont représentés plus ou moins par notre base de données. Donc, si vous voulez une approche, on peut faire une idée, hein, c'est une idée. Si on veut traiter un problème, on peut le traiter qu'avec des réseaux de neurones en faisant la première partie, c'est-à-dire le clustering en utilisant les cartes de Cohen, avec lesquelles on peut trouver les centres des clusters et leur largeur, et donc trouver les gaussiennes, le centre et les largeurs des gaussiennes pour un RBF. Et la deuxième partie peut être faite, la partie supervisée peut être faite, ou classification peut être faite par le RBF. Et donc ça, c'est une solution en utilisant que les neurones, que les réseaux de neurones. Donc très bien, donc j'espère que vous avez appris un nouveau type de réseau de neurones. J'espère que vous avez su apprécier les subtilités qu'il y a entre le réseau RBF et le réseau PMC. Voilà. Il y a juste un point que je voudrais relever. Donc, ce serait une dernière comparaison entre le PMC, si vous voulez, et le RBF. Et si vous voulez, ça va être le plus gros inconvénient du RBF. Le plus gros inconvénient du RBF par rapport au MLP ou au PMC, c'est le fait, en fait, voilà, c'est le fait que il n'y ait pas, d'accord, donc il n'y ait pas de poids entre les entrées et la couche cachée. Et ceci est un choix structurel, puisque la couche cachée est composée d'RBF, de fonctions de base. Donc, le calcul des sorties des fonctions de base, comme on peut le voir ici, se base sur la norme du vecteur d'entrée moins le vecteur moins les centres, hein, la norme au carré. Donc vous voyez qu'ici, cette norme-là, hein, elle dépend du de la dimension du vecteur x, qui est automatiquement, si vous voulez, donné à la gaussienne, au neurone, au RBF. D'accord? Or que, si vous vous rappelez ici la sigmoïde, hein, on a la somme, on a une somme ici, et donc on a la somme des entrées fois les poids, d'accord, qui va nous donner le Z. Et donc, quelle que soit la dimension de mon entrée ou de mon vecteur de régression, la sigmoïde n'en est pas affectée, puisqu'elle ne reçoit que la somme. Pour elle, elle ne reçoit qu'un scalaire. Le problème de la gaussienne, c'est qu'elle reçoit
un vecteur. Et donc, c'est une norme. Pour cela, le RBF est beaucoup plus, si vous voulez, susceptible à la dimension de mes entrées. Et pour des dimensions qui sont plus élevées, qui sont très élevées, ça veut dire que si mon vecteur de régression phi est de dimension élevée, le RBF ou le réseau RBF va souffrir de cette dimension. Et ça, on appelle ceci la malédiction de la dimensionnalité ou the curse of dimensionality pour les RBF. Curse of dimensionality pour les RBF. Le PMC n'est pas très sensible, n'est pas sensible à la dimension du vecteur d'entrée. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une somme. Et la fonction sigmoïde ne reçoit qu'un scalaire. C'est pour cela que le deep learning, qui utilise des dimensions énormes, énormes du vecteur d'entrée, donc si on se pose dans un problème de reconnaissance d'image ou de personnes qui est utilisé par Google Face, etc., la dimension du vecteur d'entrée est énorme. Et donc, le deep learning, il est basé sur des MLP et non pas sur des RBF. Voilà. Donc, dès que la dimension devient trop grande, ce n'est pas la peine d'aller chercher le RBF parce que cela va lui poser un problème. Donc voilà, mais quand je parle de dimensions, ce sont des dimensions élevées. Donc pour des vecteurs d'entrée de dimension 100, 200, vous pouvez encore utiliser des RBF. Mais bon, si ça grandit, il ne vaut mieux pas. Il vaut mieux aller vers le MLP ou vers le deep learning. Très bien, donc avec ceci, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. La prochaine vidéo, le prochain cours, on va se focaliser ou on va parler du dernier type de réseau de neurones pour cette année, et qu'on va voir dans ce cours, qui sont les cartes de code. D'accord. Et là, on va voir un tout autre type d'apprentissage, un tout autre type de réseau, de point de vue topologique, de point de vue apprentissage et de point de vue utilisation. Très bien.